Si vous voulez bien prendre place. Nous allons commencer notre soirée. Monsieur Boris Bélanger, que j'ai vu, voilà, il est là, qui est adjoint au maire, qui représente Monsieur Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de la métropole de Montpellier, métropole Méditerranée, Monsieur Jean-Louis Gély, vice-président du conseil départemental, représentant Monsieur Kléber Mesquida, qui est le président du conseil départemental de l'Hérault, Madame Michèle Cassard, qui est conseillère départementale et présidente des Hautes-Pyrénées, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord vous demander d'excuser l'absence de Monsieur Hugues Moutou, le préfet de l'Hérault, qui a tenu à nous préciser que son emploi du temps ne lui permettait malheureusement pas d'être parmi nous ce soir, celle de notre ami Monsieur Hussein Bourgi, sénateur de l'Hérault. C'est donc un grand plaisir pour nous d'accueillir nos amis du conseil départemental, dont l'oreille a toujours été attentive aux besoins de notre institut. Mais aussi, bien sûr, un plaisir de vous voir aussi nombreux pour cette soirée. Et c'est donc au nom de l'Institut Maïmonide, Averroès Thomas d'Aquin, que je vous remercie tous de votre présence. Nous avions à l'origine prévu une présentation du livre de Michael Yankou, Madame Danielle Yankou-Agou, Pierre-Jean Bernard, qui s'intitule « Présence juive en Bas-Languedoc médiéval » et qui devait témoigner de l'intérêt de nos historiens pour le judaïsme languedocien. Rassurez-vous, cette présentation à laquelle nous tenons tous aura bien lieu, mais puisqu'il était question du judaïsme languedocien, Roger Tangeman, vice-président de l'Institut, déjà à l'origine du fameux hors-série du Midi Libre sur les Juifs d'Occitanie, nous a suggéré d'associer à notre soirée le travail remarquable réalisé dans le cadre d'un partenariat entre l'Institut Maïmonide et le conseil départemental autour du patrimoine juif médiéval dans le département de l'Hérault. Suggestion que nous avons validée avec empressement, évidemment. Le département de l'Hérault recèle en effet un patrimoine juif médiéval exceptionnel que nous avons déjà eu l'occasion de célébrer à l'Institut et qui a conduit, là je cite, à conclure un partenariat innovant et original pour mettre en valeur ce patrimoine et en faire un véritable outil d'attractivité touristique. Et 4 circuits de découverte ont déjà été construits autour des villes de Montpellier, Lunel, Béziers et Pézenas, qui chacune d'entre elles recèle des trésors architecturaux. C'est donc ce partenariat que nous voulons vous présenter ce soir. Pour cela, nous avons mis les petits plats dans les grands, puisque, outre Roger Torgeman et Michel Cassard, les pilotes officiels de cette belle mission, que je voudrais saluer et remercier ici, nous entendrons Jean-Louis Gély, au nom du conseil départemental, et la soirée sera animée par Olivier Biscay, directeur de la rédaction du Midi Libre, et déjà notre partenaire pour le hors-série sur les Juifs d'Occitanie. C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler le rôle éminent que joue l'Institut dans la mise en valeur de ce patrimoine, mise en valeur qui est quasiment dans son ADN, et notamment à travers le travail considérable réalisé par son directeur, Michael Yankou, par exemple pour sa participation déterminante dans la rédaction du hors-série sur les Juifs d'Occitanie, par exemple encore pour son rôle essentiel lors de la journée européenne de la culture et du patrimoine juif, qui a lieu chaque année au mois de septembre, ou bien dans la thématique d'un grand nombre de nos conférences autour de l'histoire du judaïsme occitan. Ainsi, cette année, avons-nous parlé en octobre des camps d'internement du Midi, et parlerons-nous prochainement le 20 février, retenez bien la date, le 20 février, avec Boris Cyrulnik, de la résistance dans le Midi, avec notamment Chérif Méchery, qui fut le sous-préfet de Narbonne entre 1942 et 1944. Et le 14 mars prochain,
des Juifs dans la résistance, notamment dans la zone sud, autour de Montpellier et de Toulouse. Mais vous avez tous dans les mains, je crois, ou si vous n'avez pas, il faut la demander à l'entrée, la brochure du programme 2023 de l'Institut. Et vous pourrez constater à nouveau sa richesse, sa pertinence, sa diversité, ce qui devrait nous permettre de nous retrouver souvent dans cette magnifique Saint-Pétrarque. Et puisque j'y suis, n'hésitez pas à l'ouvrir à la page 41 et à remplir votre bulletin d'adhésion et à nous le laisser éventuellement. Une autre manière de témoigner de votre soutien au travail que nous accomplissons pour faire vivre la culture à Montpellier et dans sa région. Voilà, merci à tous. Je vais passer la parole à M. Olivier Piscal qui va conduire donc cette soirée. Merci. Bonsoir mesdames, messieurs. Merci beaucoup Charles-Henri pour ces quelques mots d'introduction. Je voudrais accueillir à présent à mes côtés Jean-Louis Gély, vice-président du conseil départemental de l'Hérault, délégué au tourisme et à l'économie, qu'on peut applaudir bien sûr. Alors, Jean-Louis Gély, on va évidemment parler dans quelques instants de la place de la culture dans l'offre touristique du département, mais auparavant, je voudrais qu'on évoque avec vous le tourisme dans le département, le nouveau schéma touristique du département de l'Hérault qui a été voté pour 6 ans en novembre dernier et que vous souhaitez durable et responsable. Je pense que ce sont les mots d'accroche de ce schéma départemental. Voilà, merci M. Piscal. Je salue nos hôtes. Roger Torchman, Michael Yankou, Charles-Henri et vous tous, chers amis. Oui, je pense que pour comprendre comment cette histoire s'est développée, c'est intéressant de savoir dans quel cadre elle se situe et de voir pourquoi et comment la collectivité départementale a été intéressée. Elle était, je dirais naturellement, mais particulièrement par la conception que nous ont apporté Roger Torchman et Michael Yankou pour ce parcours du judaïsme médiéval dans l'Hérault. Le département de l'Hérault, vous êtes tous des citoyens de l'Hérault, donc c'est intéressant d'avoir aussi ces éléments de cadre général. Le département de l'Hérault, vous le savez, c'est un département qui est éminemment touristique. C'est la première destination touristique en Occitanie, parmi les 13 départements. C'est la 4e, voire la 3e, selon les critères retenus, destination touristique en France, qui est la première destination touristique au monde. Ce sont 52 millions de nuitées par an, les bonnes années. Bon, avec la pandémie de Covid, ça a été un peu en dessous, mais on est revenu à ces niveaux-là, et même encore de façon supérieure. Deuxième caractéristique, le tourisme dans l'Hérault, c'est principalement, sur un plan numérique, le tourisme sur la bande littorale et sur la plaine attenante. Ça, c'est la volonté des anciens, c'est-à-dire des anciens post-Seconde Guerre mondiale. D'abord, je le souligne, des exécutifs des collectivités de l'époque, je pense à Jean Ben en particulier, et puis ensuite, rencontrant la volonté de l'État gaulien avec la mission interministérielle d'aménagement touristique du littoral Languedoc-Roussillon, mission Racine, le nom de son président emblématique, Pierre Racine, bien, il y a eu ce développement pendant une dizaine d'années, entre 1963 et 1982, qui a abouti à la création des 7 grandes stations littorales sur la région, sur le littoral de la région languedocienne et catalane, Barcarès, mais avec un principe que je souligne aussi, qui n'est pas la bétonisation uniforme, même si cela correspondait à des critères culturels de l'époque qui ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de césures, déjà beaucoup de préservation des zones humides, que certains rêvaient à l'époque d'assécher. Et il faut savoir, par exemple, que les gènes du Conservatoire du littoral se trouvaient dans la mission Racine. Donc ça, c'est très important pour nous, et on cherche la résilience de ce tourisme-là, qui est menacé, vous le savez tous, par les effets du dérèglement climatique et les réseaux côtières. Je ne vais pas insister là-dessus, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut le savoir. Donc si 80% des flux touristiques se situent sur le littoral et la plaine attenante, comme aurait dit M. de la Palisse, les 20% restants, ils sont à l'intérieur des terres. Alors nous ne disons plus arrière-pays, je vous le dis tout de suite, l'expression est condamnée. Nous disons intérieur des terres, nous disons plaine, vallée, gorge, piémont et montagne, car il y a de la montagne dans les hauts. Donc, deuxième élément important, c'est l'organisation de ces flux. L'un des axes forts du schéma départemental, c'est la répartition des flux, à la fois pour faire bénéficier les terres de la manne touristique et du développement économique qui va avec,
qu'on fait les mobilités, les voies de circulation, avec le décarbonage, décarbonage, je ne sais jamais comment on dit, des mobilités, avec bien sûr, je dirais, une amélioration de l'hébergement et de la restauration en termes d'offres, y compris en dehors de la haute saison, parce que l'essentiel des flux touristiques, c'est la haute saison. Et comme beaucoup d'autres territoires, nous cherchons à développer un tourisme d'aile de saison et même d'intersaison. Et nous ne souhaitons plus non plus raisonner avec les acteurs du tourisme institutionnel et privé en termes de spots, de destinations univoques. Nous voulons raisonner en termes de parcours, en termes de voyage, en termes de déplacement pour pouvoir étaler les flux dans l'espace et dans le temps. Alors vous me voyez venir. En termes de circuit donc. En termes de circuit, voilà. Et donc, bien évidemment, je vais y venir dans un instant, le projet qui aujourd'hui est un produit, au bon sens du terme, touristique, autour de ce qu'on appelle le ou les parcours judaïques médiévaux, entrent complètement dans cette philosophie-là et donc sont parfaitement raccord avec les canons de cette démarche stratégique du département de l'Hérault en matière de développement touristique, durable et responsable. Ce sont des mots qui ne sacrifient pas la mode, mais qui ont un sens par rapport au contexte dans lequel nous nous situons. Et alors, quelle place va avoir cette culture, l'histoire, dans l'offre touristique que propose le département? Alors, c'est une bonne question, vous merci d'avoir posé. La culture, curieusement, et on en parlait tout à l'heure avec Boris Bélanger, que je salue, qui est adjoint au maire délégué au centre-ville, mais aussi au patrimoine historique de la ville. La culture, curieusement, c'est un sujet extrêmement protéiforme en termes de monuments, en termes de parcours, en termes de festivals, d'événements, mais qui existe par lui-même par rapport au public dédié, mais qui est peu intégré dans la logique touristique. Et ça, c'est quelque chose que nous avons voulu, que nous voulons corriger, parce que c'est un attrait, surtout dans nos départements du Sud et dans l'Hérault en particulier, qui est particulièrement important. Donc, nous cherchons à bâtir des réseaux avec les acteurs culturels dans l'optique d'un développement touristique, et pas seulement développement culturel, même si les deux sont intimement liés bien sûr. Nous cherchons à mettre en place, là aussi, des parcours qui peuvent mêler à la fois du matériel et de l'immatériel, et nous cherchons à avoir des produits touristiques culturels ou des produits touristiques dans lesquels la culture est représentée et est un attrait complémentaire des autres sujets que l'on peut valoriser en termes de paysages, de monuments et ainsi de suite. Un mot peut-être sur les liens qu'on a vu naître entre le conseil départemental et l'Institut Maïmonide. Comment s'est fait cette jonction? Je sais que Roger Torchman nous parlera évidemment de la genèse du projet, mais peut-être vous, votre point de vue. Alors d'abord, il y a un relationnel ancien, on peut le dire, qui précédait moi-même Michel Cassan, notre présence dans l'institution départementale entre le département de l'Hérault et l'Institut Maïmonide. J'ai eu souvent l'occasion de participer en représentation du président Mesquida à des manifestations commémoratives ou historiques ou philosophiques. Et donc, bien évidemment, des liens se sont tissés. J'avais déjà beaucoup d'amis parmi votre association. Donc, déjà, l'équation personnelle, la relation interpersonnelle était favorable. Mais vous imaginez bien que nous poursuivons, je dirais, les buts que je viens de dire. C'est un produit culturel dont il s'agit. Mais c'est en même temps une manière de donner du sens. D'ailleurs, dans toutes les études qui sont faites aujourd'hui par Rapport France au ministère du Tourisme, on voit dans la clientèle touristique la recherche de proximité, d'authenticité, d'explication. Le bronzé idiot d'il y a 40 ou 50 ans en arrière, il est vraiment très loin. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on peut être optimiste pour des produits de ce type et pour un tourisme à l'intérieur de nos territoires. Donc, donner du sens, savoir d'où on vient, comment on est constitué, montrer quelle est une des caractéristiques de l'Hérault. L'Hérault, terre d'accueil. Il y aura d'ailleurs bientôt une initiative du département de l'Hérault en la matière, et de montrer aussi comment le courant juif a participé depuis très longtemps je dirais, des grands équilibres de cette terre, qui est une terre de passage, et avec d'autres courants, et d'ailleurs d'une manière parfaitement convergente, parce que, bien évidemment, on veillera, il y en a déjà, à mettre en place des parcours de ce type sur d'autres thématiques. Il y a déjà un parcours des cathédrales, des abbayes, on peut le faire aussi sur l'art roman, la romanité, et ainsi de suite. Et je pense que c'est vraiment intéressant et même indispensable, non seulement pour un tourisme de proximité, c'est-à-dire constitué par des publics qui sont résidents sur place, mais qui souvent dans notre région, où il y a un solde migratoire très positif depuis très longtemps, il y a des gens qui viennent d'autres régions que de la nôtre, mais qui
font de notre région la leur, et par conséquent sont intéressés à la manière dont celle-ci, dont ce département de l'Hérault a été constitué, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, parce que je pense qu'il y a des publics extérieurs qui vont être passionnés par la découverte structurée, par les récits qui les accompagnent, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de monuments absolument exceptionnels, je pense en particulier au Livet, à quelques capures de la Haute-Tourau. C'est parfois des bribes, mais c'est un récit qui se construit, ce sont des noms, ce sont des appellations, ce sont des origines que l'on ne soupçonne pas, et qui montrent à quel point cette communauté est intégrée et fait partie intimement du tissu local, héraultais en l'occurrence, et au-delà bien entendu. Voilà. Donc je crois que pour nous c'est essentiel, c'est une contribution aussi, je le dis, proactive aux méfiances, aux idées reçues, et disons-le, au racisme et à l'antisémitisme malheureusement renaissant, qui permet de faire avancer les choses d'une manière intelligente et constructive. Donc ça veut dire aussi que la quête de sens, le sens que l'on doit trouver dans la démarche qui est faite ici, se complète aussi d'une défense des valeurs, peut-être. Un dernier mot là-dessus, parce que vous poussez évidemment sur ces points dans l'accompagnement des projets, des initiatives. Vous l'aviez d'ailleurs fait pour le magazine autour des Juifs d'Occitanie. Écoutez, ça me permet de faire un petit appel au-delà de ces murs. Nous sommes bien évidemment à l'initiative. Bon, nous avons la stratégie, nous avons un schéma avec 4 axes, 16 actions, 56 sous-actions. Il y a de quoi bosser pour les équipes d'Hérotourisme que je salue et que je remercie à travers mon ami et collègue Michel Cassard et Jean-François Pouget, qui en est le directeur adjoint. Mais on est aussi à l'écoute des propositions qui peuvent être faites par le milieu associatif, par le milieu culturel, par tout milieu pour bâtir des dispositifs comparables et qui peuvent résonner les uns avec les autres sur le marché. Voilà, donc voilà. Nous sommes à la fois à l'initiative et aussi à l'écoute de la société dans cette matière aussi. Merci Jean-Louis Gély, vice-président du conseil départemental de l'Hérault, délégué au tourisme et à l'écologie. Je vais vous inviter à rejoindre votre siège et je vais accueillir Michel Cassard, président d'Hérotourisme, qui va venir me rejoindre à mes côtés. Merci Michel Cassard, je vais vous laisser un micro. Merci. Michel Cassard, je vous ai présidente d'Hérotourisme. Peut-être un point pour démarrer avant d'évoquer les circuits, les propositions de circuits qui ont été imaginées ces dernières semaines. Un point sur les missions et les ambitions d'Hérotourisme. Peu peut-être les connaissent. Rappelez-les-nous. Tout à fait. Alors d'abord, bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que l'Hérotourisme a un rôle très important à mener au niveau du département. Alors, je préparais quelques petites notes parce que c'est vrai que souvent, on a beaucoup de choses à dire et on oublie beaucoup de choses. Donc, j'ai préféré me l'écrire de façon, avec l'aide bien sûr de Jean-François qui est présent. Alors, je voulais dire que notre département, nous sommes riches de notre patrimoine juif médiéval héraultais. Hérotourisme a souhaité, en partenariat avec l'Institut Maïmonide, faire de ce patrimoine un véritable outil d'attractivité touristique à travers un corpus de propositions de séjours à caractère culturel. Nous avons donc collaboré avec Robert Dorfman, Roger. C'est bien, c'est bien Roger. J'ai bien marqué. Non mais c'est bien Roger Dorfman, je le confirme, c'est bien lui. Michael Lansu de l'Institut Maïmonide et Chantal Viot-Rapinovitch de la Mémoire juive de Béziers pour produire une expérience touristique, un parcours de séjour dont le site internet hérotourisme.com porte aujourd'hui le récit. Nous sommes là dans une des grandes missions d'Hérotourisme, celle de coopérer avec tous ceux qui participent à l'attractivité de la destination et donc à co-construire une offre touristique, la mettre en récit, puis en scène sur ses outils digitaux et enfin la communiquer auprès des publics via une stratégie marketing pour l'essentiel digital. Quelques chiffres significatifs au sujet de cette stratégie, vous verrez que c'est très parlant. Dans le cadre d'une gestion de la relation client, Hérotourisme produit 90 e-news adressés à plus de 7 millions de destinataires avec plus d'1 million d'ouvertures à la clé. L'agence communique aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Plus de 13 millions de personnes touchées, 260 000 par semaine. 1 million d'interactions, près de 20 000 par semaine. En 2022, nos communautés ont augmenté de manière significative. Facebook, plus 3,5% avec 106 000 abonnés. Instagram, plus 8% avec 27 000 abonnés. Et YouTube, plus 37%
avec 2800 abonnés. Mais revenons sur les raisons qui nous ont motivés à mieux connaître le passé juif de l'Hérault. Vous savez mieux que moi que les Juifs du Midi constituent les assises les plus anciennes du judaïsme français, d'où l'importance de la communauté juive dans la vie sociale, économique et culturelle de nos cités. Et le sens profond du tourisme, donc du voyage, dans son expression première, n'est-il pas de donner à ressentir l'âme la plus profonde d'une destination? C'est là que se nichent les valeurs de rapport à toutes les rencontres. Et c'est à cette rencontre si distinctive à laquelle vous êtes invités, mémoire d'une communauté à l'histoire plus que millénaire, riche et fondatrice. Alors, vient le moment de notre voyage où sont convoquées les communautés juives languedociennes, au Moyen-Âge dans l'Hérault, notamment à Montpellier, Lunel, Béziers ou Pézenas, où les étapes de l'aventure sont autant de témoignages dans d'anciens quartiers ou écoles rabbiniques, synagogues, maisons de l'aumône, cimetières. On découvre une communauté juive à Montpellier dès la naissance de cette ville, en 985. On visite un des plus anciens bains rituels juifs d'Europe, le Mikvé, et il n'en reste qu'une dizaine en Europe. On visite la faculté de médecine, où figure la liste des premiers médecins montpelliérains, Ricard Senior, Shem Tobel Isaac, ou encore Profacius Judaeus. En écho, les échanges commerciaux où les Juifs d'alors étaient courtiers en étoffes, marchands de soieries, teinturiers ou encore viticulteurs. Mais quel rôle très important dans l'essor de la ville. Et j'arrête là. Je vous invite ardemment à aller sur le site hérotourisme.com où sont toutes les richesses culturelles de notre département, proposées comme autant de voyages riches de tous les patrimoines, dont celui des Juifs du Moyen-Âge est l'un des plus fondateurs. Comprenez, et ce sera ma conclusion, que je me félicite des liens que nous avons tissés avec l'Institut Maïmonide et je l'en remercie. Livno tete atil perucho le aki la historia shelano. C'est-à-dire construire l'avenir, c'est connaître le passé. Merci Michel Cassard, présidente d'Hérotourisme, conseillère départementale et maire de Pignon, je le rappelle évidemment. Je vous en prie, je vous invite à rejoindre votre siège. On va accueillir Roger Tanchman, vice-président de l'Institut Maïmonide. Cher Roger, on a l'habitude finalement de co-animer ou d'animer des soirées autour des valeurs dont parlait tout à l'heure Jean-Louis Gély, et puis de ce passé, et puis de ces récits, de ces histoires, dirais-je aussi, parce que pour construire ce partenariat, tout a démarré à partir d'une histoire, d'une rencontre humaine. Voilà, effectivement, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis moi aussi également extrêmement heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. Avant de démarrer, je voudrais saluer la présence de quelques personnalités qui nous ont rejoints. Je voudrais saluer la présence du rabbin de Montpellier, le rabbin Knafo, de Michel Bensoussan, la présidente du CCJ, Simone Veil, et puis d'amis qui sont venus même de Nîmes, donc ça fait très chaud au cœur. Alors, effectivement, ce partenariat, comme souvent, il est lié à des rencontres, à des affinités. Donc, ça a été la rencontre avec Jean-Louis Gély, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans une commémoration. Et donc, c'était l'époque où on venait de sortir, effectivement, le hors-série consacré à l'histoire du culte d'Occitanie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la première page de ce magazine, le voici. Et donc, lorsque l'on a bâti ce hors-série avec Michael Yoncourt, dont j'étais amené à rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs, je voudrais saluer en particulier la présence de Madame Trucheté, donc directrice de l'Office de tourisme de Lunel, que j'avais rencontré, qui m'avait donné beaucoup d'informations qui ont contribué à construire ce hors-série. Et donc, dans ces échanges, très rapidement était venue l'idée, au-delà de l'histoire, du côté rédactionnel, de réfléchir à mettre en valeur ce patrimoine. Donc, l'idée d'une route du patrimoine juif médiéval était née associée à cette publication. Et donc, lorsque j'ai rencontré Jean-Louis Gély, effectivement, il a été une écoute extrêmement attentive. Donc, on est convenu de se voir très rapidement, ce qui s'est passé. Donc on a évoqué ce projet, donc d'aborder ce patrimoine sous l'angle de l'attractivité touristique. Donc comme ça a été dit, effectivement une écoute extrêmement attentive, l'idée est partie de là. Et donc ensuite on a travaillé avec les équipes d'Hérotourisme
construit ces 4 offres touristiques que l'on pourra visualiser tout à l'heure sur le site d'Héro-Tourisme. Alors, on parle de parcours, on parle de circuit. Jean-Louis Gély et Michel Cassard en parlaient tout à l'heure. Quels objectifs conduisiez-vous en imaginant cette nouvelle initiative, ce nouveau projet? Alors, écoutez, j'avais trois objectifs en tête globalement. Premièrement, un objectif de transmission. Vous savez, la transmission dans la tradition juive, c'est un élément central, essentiel, ça nous habite, on ne cesse d'y penser, d'y repenser, comment transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc l'idée, là aussi, encore une fois, c'était de dire qu'on est porteur de cette histoire qui est riche, qui a marqué de son empreinte à la fois une pensée philosophique, religieuse, qui a marqué des lieux, et on se dit, on a un devoir de la faire découvrir au plus grand nombre. Donc, premier objectif, transmission. Deuxième objectif, je me disais aussi, c'est une façon de faire le parallèle entre aujourd'hui et le passé. Dans cette histoire, on raconte qu'effectivement, la communauté juive, les juifs étaient très présents dans le développement économique de la cité, dans le développement culturel, dans le développement scientifique. Je me disais, aujourd'hui, ce serait bien de démontrer qu'on fait la même chose. Donc, c'est une espèce de parallèle entre aujourd'hui et le Moyen-Âge, et que donc, aujourd'hui aussi, on peut contribuer donc, à l'offre touristique et donc au développement culturel et économique de la région. Donc, c'était sur cette idée de parallèle. Et puis, troisième élément également, qui est aussi incontournable, c'est malheureusement, je dirais, la question de l'antisémitisme, qui est toujours prégnante, qui est toujours présente. Bon, il y a un ancien président de la République qui disait l'antisémitisme, c'est un combat que l'on mène tous les jours et que l'on n'a jamais gagné. Et donc, ça a été évoqué par Jean-Louis Gély. Le troisième élément, c'est de se dire que, à partir de ce travail d'éveil de conscience, d'essayer de combler certaines ignorances, on peut apporter nous aussi notre fruit à l'édifice de ce combat qui est jamais fini. Donc l'idée d'une sensibilisation qui vient compléter un travail que vous conduisez depuis de nombreuses années avec le milieu scolaire, l'éducation, les collectivités, parce que tout ceci est lié finalement. Tout à fait, et d'ailleurs, dans les personnes que j'ai citées, j'ai oublié de mentionner une personne très importante avec qui on travaille actuellement, c'est Madame Rivière qui représente donc le rectorat et la rectrice. Effectivement, d'ailleurs, ça a été évoqué, c'est lié à la question des représentations caricaturales, des clichés. Donc on a aussi d'autres projets pour travailler sur ces sujets, en particulier en liaison avec l'Académie et l'Éducation nationale, qui est une cible bien évidemment prioritaire. Et donc, oui, ce travail contribue aussi, apporte cette petite bière à déconstruire des préjugés. Voilà. Donc c'est aussi un élément du projet. Je souligne d'ailleurs, il y a une très belle initiative qui a été conduite il y a quelques semaines de spots vidéo avec des jeunes autour de cette déconstruction de préjugés. Tout à fait, et c'est sur ce projet que nous sommes en train de travailler avec l'Académie pour essayer d'en faire un outil pédagogique donc à destination de la communauté éducative. Un dernier mot peut-être avant de passer la parole à Michael Yankou. Charles Egumi tout à l'heure évoquait un partenariat innovant et original, et ce sont des mots qui ont de la pertinence parce qu'en effet il est rare probablement qu'il y ait un tel partenariat avec une collectivité, cet institut. C'est un peu nouveau quand même, c'est une première. Je ne sais pas si c'est une première, mais effectivement c'est peut-être le côté original, c'est de faire cette démarche, de se dire on est porteur de cette richesse. Qu'est-ce qu'on en fait? On se tourne vers des institutions qui sont capables de l'apporter une résonance à ce patrimoine. Et en l'occurrence, on a trouvé cette écoute auprès du département. Comme ça a été rappelé, c'est effectivement, ça rentre dans les missions tout à fait essentielles et naturelles du département, l'attractivité touristique. Et donc, on a réussi à trouver une harmonie entre ces deux institutions. Merci beaucoup, Roger Torgeman, qu'on applaudit bien sûr pour son engagement. On va accueillir à présent Michael Yankou, directeur de l'Institut Maïmonide, qui me rejoint pour évoquer avec vous, Michael Yankou, bonsoir. Peut-être là, on a évoqué ce partenariat fort entre le conseil départemental et l'Institut, démontrer comment la culture va prendre toute sa place dans l'offre touristique. Parlez-nous peut-être
de ces différents lieux que l'on va pouvoir désormais visiter en allant sur le site d'Aérotourisme.com et pour tous ceux qui ne les connaîtraient pas encore. Effectivement, Je vous en prie, vous allez vous parler de ça. Effectivement, on va commencer par Montpellier, incontournable, bien évidemment, avec son bain rituel juif, qui, comme le rappelait Madame Mikassa, est l'un des plus anciens mikvaot, c'est la forme hébraïque plurielle du bain rituel juif, l'un des plus anciens et mieux conservés d'Europe. C'est la fierté de Montpellier, déjà sous Georges Frêche, à qui l'on doit effectivement la restauration de ce haut lieu de la mémoire montpelliéraine, même si c'est un bas lieu, puisqu'il faut descendre en sous-sol. Il est daté des 12e, 13e siècles. Les différents archéologues qui se sont penchés sur ce lieu admirable, Alain Jansac, Christian Markiewicz et également Isabelle Herchy, ici présente, ont pu effectivement le dater des 12e, 13e siècles. On en parle pour la première fois dans un acte de vente de 1277 d'une maison qui jouxte au 1 rue de la Barralerie, la synagogue et ses dépendances. Mais selon les archéologues, il est du XIIe siècle. C'est un bijou de l'art roman, c'est l'un des 2 plus anciens monuments religieux de la ville, avec la crypte de Notre-Dame. C'est l'un des 2 monuments les plus visités lors des journées patrimoine, après l'Arc de Triomphe. Donc c'est vous dire effectivement que ce joyau montpelliérain suscite la curiosité et effectivement est appelé dans les années à venir encore à être sous les feux des projecteurs, parce que l'ensemble synagogal médiéval attenant n'a pas livré tous ses secrets. L'on parle dans les documents archivistiques, dans les archives latines chrétiennes, de la Domus Collegium Deorum, d'une maison de l'aumône, d'une maison d'études, d'une synagogue. Donc effectivement, il y avait un ensemble relativement conséquent. Ce bâtiment a été intelligemment acquis au fil du temps par la ville de Montpellier, par la municipalité. Et aujourd'hui, on peut, sans forfanterie aucune, sans chauvinisme aucun, dire que c'est l'un des ensembles synagogaux les mieux conservés du vieux continent. Bien évidemment, ce trésor, ce patrimoine lapidaire n'est pas le seul. Nous avons également 2 patrimoines livresques, évidemment le Marzor. Là encore, il est à souligner la lucidité de la municipalité qui a acquis, d'ailleurs c'était avec Michael Delafosse, et l'événement en 2008, qui a acquis ce vieux grimoire, mais en fait c'est un recueil liturgique pour les grandes fêtes de Tishri, le calendrier lunaire hébraïque. C'est peut-être un unicum parce qu'on n'a pas retrouvé des recueils liturgiques hébraïques de cette région. Il n'y en a pas foison, il y en a surtout de la séfarade, c'est-à-dire Espagne et par extension bassin méditerranéen, d'Ashkenaz, Allemagne et par extension l'Europe de l'Est, ou de Tzarfat, la France du Nord, quand on pense au Marzor Vitry, mais ce Marzor Montpellier, ce recueil liturgique hébraïque qui renvoie aux grandes fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, allait partir en Chine. Et la municipalité l'a récupéré. Il y a des annotations judéo-espagnoles sur les côtés, et c'est véritablement un trésor archivistique, c'est un trésor livresque, et j'enjoins le public ce soir à se rendre à la médiathèque Émile Zola pour admirer effectivement ce recueil. Et tout dernièrement, la municipalité a également acquis un manuscrit de Yosef Nathan Cohen, grande figure du judaïsme lunélois, je dis sous le contrôle de Sylviane Trucheté, qui a effectivement, à la demande de Meshulam, le président de la collectivité juive lunéloise, qui était appelé Yaréach au Moyen-Âge, a désigné le fils Thibon, dont le père venait d'arriver de Grenade, il était de souche grenadine, grand traducteur des œuvres de Saadi Gaon et Yehuda Levi. Et Meshulam et Yosef Nathan Cohen, dont on a acquis récemment un ouvrage, vont désigner le fils Thibon, Shmuel Thibon, pour traduire ni plus ni moins que le fameux Opus Magnum de Maïmonide, le Moré Nebuchim en hébreu, le Dalalat al-Haïm en arabe, Guide des perplexes, Guide des égarés, ouvrage phare médiéval qui entendait concilier l'inconciliable pour l'époque, les raisons du cœur et de l'intelligence, la foi et la raison. Et le fils Thibon n'a pas démérité, Maïmonide le dit, et il l'a traduit de l'arabe en caractère hébreu, car les juifs en Andalousie n'avaient pas le droit d'écrire dans la langue du prophète, va le traduire de l'arabe avec des lettres hébraïques en hébreu. Ainsi, on a en 1204, d'ailleurs c'est l'année même de la mort de Maïmonide, la traduction du Guide des perplexes par le fils Thibon à l'automne 1204. Et 26 ans après, il y aura des controverses
autour de cet ouvrage et de la pensée maïmonidienne, mais ça c'était un autre sujet. Donc Montpellier effectivement est richement doté d'un point de vue patrimonial, mais il n'y a pas que Montpellier. Il n'y a pas que Montpellier. Si on poursuit ce parcours, ce circuit, parlez-nous peut-être de Pézenas. Effectivement, Olivier, c'est ce que l'on a présenté dans ce beau hors-série à l'initiative de Roger Torgeman et mise en lumière par Midi Libre. Bien évidemment, il y a Pézenas. On pense à Molière pour Pézenas, mais si on remonte un peu plus haut dans le temps, il y avait effectivement un quartier juif. Oh, ce n'était pas un ghetto, hein, improprement appelé ainsi, parce que le terme est anachronique et impropre. Ça renvoie plutôt au quartier clos à Venise au XVIe. Là, c'était des quartiers ouverts, habitats judéo-chrétiens mêlés. Ceci dit, les juifs ne pouvaient pas être propriétaires, mais que locataires. Quand on parle de collectivité juive, ce n'est que 40 représentants de la loi mosaïque, mais quand même, qui habitent des petites ruelles étroites. Et effectivement, il y a une présence donc qui remonte très haut dans le temps. Pour la période plus récente, car l'on sait que dans l'ère hexagonale, il y a une absence de juifs de la fin du XIVe à la Révolution française, puisqu'ils sont expulsés par les monarques français, une première fois par 1306 par Philippe le Bel, une dernière fois par Charles VI en 1394. Tout ce XIVe siècle est un siècle de tergiversation des monarques français qui hésitent entre je les expulse, je les rappelle. Et effectivement, du XIVe à la Révolution française, la France étant le premier pays à émanciper tout à chacun, et donc évidemment les Juifs, dans le courant du XIXe siècle, le siècle d'intégration des représentants de l'homme mosaïque, eh bien, il y a un lignage, une famille qui va s'illustrer, c'est la famille Bédaride, Israël Bédaride, célèbre avocat à Montpellier. Et donc, effectivement, Pézenas a une longue mémoire juive, même s'il y a une césure du XIVe au XIXe, il y a des traces tangibles. Je reste sur le parcours géographique. Un mot sur Béziers, évidemment, qui fait aussi partie des sites que pourront découvrir les touristes et les Héraultais. Effectivement, pardon. Alors l'histoire biterroise est plus sombre, plus lacrymale, un peu comme Toulouse. Bien évidemment, on songe à l'exil des Juifs de Béziers et Bédercy à Olot, en Catalogne, lors de la croisade des Albigeois par Simon de Montfort. Ils rédigeront un texte, une pierre, qui renvoie effectivement à ces persécutions. Une fois de retour à Béziers, une autre pierre témoignera de leur aventure, entre guillemets. Que peut-on dire d'autre sur Béziers? Eh bien, le portail de la cathédrale Saint-Nazaire, où on voit la représentation de deux femmes, l'une au port amitié, c'est Ecclésia, je crois qu'elle est à gauche, et à droite, c'est Synagoga, les yeux bandés. La synagogue aveugle de la vérité chrétienne. On a la même chose à Strasbourg, où là, il y a même le sceptre brisé, le sceptre d'Israël. Au Moyen-Âge, l'Église pense qu'elle est le vrai Israël, le vrai peuple juif, le Vérus Israël, et le peuple juif, effectivement, les yeux bandés, aveugle de la vérité chrétienne. Donc c'est quelque chose, effectivement, à percevoir si l'on se rend à Béziers. Et un dernier mot peut-être sur Lunel, vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est une des villes que l'on pourra évidemment visiter pour cela aussi, sur les traces du passé juif médiéval. Effectivement. Ce sont les deux villes phares de l'Hérault, du Languedoc, et pour ce qui est du judaïsme médiéval, elles figurent aussi en première ligne. Lunel, on a eu jusqu'à 20% de la population juive dans la ville de la Lune. La légende veut même que les Juifs aient pu édifier cette cité. Elle s'appelait Yaréar. D'ailleurs, ce qui s'appelle Jari, Yahri, Riahri, ça veut dire le Lunélois, l'homme de la Lune. Peut-être avait-il envie, ces représentants de la mosaïque, d'édifier une nouvelle Jéricho, Yéricho, la ville de la Lune, puisqu'ils avaient perdu leur Jéricho originel. Alors, jusqu'à 20% de la population juive. La traduction du Moré Nebuchim, du Guidé perplexe par le fils Thibon en 1204, ville de Talmud, d'exégèse biblique, de commentaires rabbiniques sur la parole révélée sinaïtique. Bref, il y avait une effervescence exégétique à Lunel au Moyen-Âge. La municipalité s'en souvient, et nous avons au milieu des années 2000 apposé avec la municipalité un totem sur l'emplacement du quartier juif de Lunel. Et effectivement, il faut avoir en mémoire, dans le rétroviseur de l'histoire, Lunel. C'est un apport considérable au Talmud,
et puis avec la traduction du Morin des Bourrimes, on ne peut pas passer sous silence Lunel. Vauvert n'est pas très loin, mais on sort de l'Hérault, ville de Caval. Un dernier mot, peut-être une question ou deux sur ce qui a été évoqué comme un fil rouge, la quête de sens. Évidemment qu'il y a des sites que l'on pourra visiter, il y a l'histoire autour de ces sites. On a évoqué la mémoire, les valeurs, les messages qui sont majeurs aujourd'hui, évidemment à défendre. Vous y voyez cela aussi dans cette initiative, porter, sensibiliser, éduquer aussi. Absolument. C'est une démarche admirable menée par l'initiative de Roger et du département de l'Hérault, parce qu'il y a évidemment des trésors patrimoniaux conséquents, indubitables. On le vérifie dans la pierre, on le vérifie dans le livre, mais en plus c'est associé à l'exil et à la transmission du savoir. Les Juifs, au début du XIIe siècle, sont persécutés par les Almohades, qui prennent un islam rigoriste, qui succède aux Almoravides. Eh bien, Montpellier et ses voisines vont récupérer cette internationale andalouse, pour paraphraser Moshe Hideg de l'Université hébraïque de Jérusalem, et Montpellier ne regrettera pas. Si Montpellier est ce qu'elle est, c'est pas seulement grâce à Obrien ou à Georges Frêche pour l'époque contemporaine, jusqu'à Michael Delafosse aujourd'hui, mais c'est aussi parce qu'il y avait une université célèbre, et à l'origine l'école de médecine et des rencontres judéo-chrétiennes autour du legs gréco-arabe. Ces cénacles de savants hébraïsants, arabisants, latinisants et hellénisants vont mettre à profit des collectivités locales, chrétiennes et juives, de leur potentialité. Les juifs, c'est apport à la science du judaïsme, Talmud, Kabbale, apport à la science tout court, philologie, médecine, comme le rappelait Michel Cassard, la liste des premiers médecins montpelliérains, quand on l'appelle de médecine, bon nombre sont juifs, comme Shem Tov Ben Israël, Pekar Seigneur, Meshulam, Profasius Judeus. Et donc, voilà, c'est pas seulement il y a un mikvé, il y avait la synagogue, et alors, il y en a un peu partout en Euroméditerranée, oui, mais c'est lié à ces exils, ces exodes, et cette transmission du savoir. Et donc là, pour le grand public, on sort un peu des clichés sur le Moyen-Âge. Merci, Michael Yanko, qu'on applaudit. Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être, Roger Torchman, parce qu'il nous reste quelques minutes avant le prochain rendez-vous. Vous avez fait défiler derrière nous, donc évidemment le site hérotourisme.com dont parlait Michel Cassard tout à l'heure. Peut-être quelques mots sur ce travail scénarisé, rédigé, écrit. Effectivement, donc ça me donne l'occasion de rendre hommage et de saluer le travail qui a été effectué par les équipes d'Hérotourisme, dont son directeur Jean-François Bouger, mais également la chef de projet, donc Julie Leclerc, qui n'a pas pu être là. En fait, donc ce que vous voyez à l'écran, effectivement, c'est en réel les pages web du site d'Hérotourisme. Donc si vous tapez patrimoine juif médiéval, vous arrivez facilement sur ces pages. Jean-François le disait tout à l'heure que même si vous tapez patrimoine juif médiéval sur Google, vous arrivez également directement sur ces pages, donc le référencement est bien fait. Et donc ce travail, donc effectivement, c'est donc avec Michael, avec également Chantal Biot-Rabinovitch, la présidente de Mémoire Juive de Béziers. Donc nous avons donné un certain nombre d'éléments historiques, un peu bruts, et bien évidemment ensuite les équipes d'Hérotourisme les ont retravaillés donc pour en faire un outil d'attractivité touristique avec un langage, un vocabulaire, une approche bien évidemment tout à fait spécifique à ce type d'activité. Et donc c'est ce travail voilà, d'aller-retour qui a permis la production de ces pages. Jean-François, tu voulais rajouter quelque chose? Peut-être, oui, Jean-François Bouger, je vous en prie. Un petit mot. Bonsoir tout le monde. Oui, l'originalité du site, ce site est relativement récent, il a un an et demi, c'est qu'il s'est voulu totalement expérientiel. C'est-à-dire qu'il a voulu travailler une autre façon d'aborder la médiation vis-à-vis des clientèles en faisant des propositions qui soient des propositions d'abord de vérité. C'est-à-dire, on est sorti complètement des amphigouries touristiques, vous savez, ce merveilleux pays magique, extraordinaire, splendide. Voilà, tout le monde est extraordinaire, splendide, etc., pour aller vers l'émotion. C'est-à-dire le récit premier, celui factuel, celui que l'on éprouve quand on déambule. Et tout ce portail a été construit comme ça. Vous me pardonnerez de vendre ce portail. Et d'autant qu'il a été fait par des équipes exceptionnelles à Hérotourisme, n'est-ce pas, Michel? Donc, je vous ai dit, non, allez sur ce portail-là, qui est construit donc sur le narratif, sur la scénarisation. C'est pour ça que lorsque Jean-Louis, ensuite
Michael, ça a matché tout de suite, parce qu'on s'est dit oui, c'est tout à fait ça que l'on veut. Nous, on veut du récit. Et je voudrais ajouter une chose. Quand on travaille pour une destination touristique, il s'agit de lui donner le maximum de sens. Vous ne voyagerez que si vous allez dans des lieux qui sont porteurs de sens. Hein? Pourquoi vous allez à Séville, pourquoi vous allez à Venise, pourquoi vous allez à New York? Parce qu'ils sont chacun chargés de sens. Ils ont une densité, une forme d'intensité. Densité, intensité. Et toute la question de l'héros, c'est de trouver son intensité et sa densité. N'est-ce pas, Jean-Louis? Et donc, vous voyez, j'ai mes référents là, j'ai mais la présidente, là, chacun a son truc. Et donc, cette intensité, ça s'appelle la marque. Une marque n'existe et n'est attractive que si elle est intense. Et l'intensité se retrouve au travers de quoi? De ses constitutifs, c'est-à-dire de ce qui est sa matière, sa chair. C'est un exemple de la chair de ce que nous sommes. Et donc, ce travail-là, c'est pas moi je ne l'ai pas fait pour faire plaisir à Michael, évidemment que non. Je l'ai fait parce que c'était super sympa de venir nous trouver pour nous donner une opportunité de donner de la chair à la marque, de lui donner du sens, de lui apporter davantage encore d'histoire, parce que c'est la résultante de l'ensemble de ces histoires qui est la fabrique même de l'attractivité d'une destination. Voilà. C'était cette précision-là que je voulais donner. Puis juste une chose, on est aussi pas trop mauvais, n'est-ce pas, Michel, tu l'as relevé, pour transmettre ceci, puisque vous parlez de transmission. Donc notre objectif, c'est que véritablement des milliers de gens, davantage, ont accès à cette proposition, et on le fera au travers d'une gestion relation client, c'est-à-dire qu'on parle à peu près plusieurs millions de personnes par an, et donc au travers de newsletters, au travers de travaux que nous réaliserons sur l'ensemble des réseaux sociaux, eh bien, promotionnerons cette proposition. Merci, Jean-François. Merci beaucoup. Nous sommes quasi à l'heure, puisque je crois que nous avons 3 minutes d'avance avant la prochaine conférence. Vous dites un mot sur la conférence qui suit, Michael Yankou? Vous avez un micro juste là. Oui, absolument. Écoutez, c'est une belle transition, puisque nous avons présenté avec Daniel Yankouagou, directeur de recherche émérite au CNRS, le professeur Daniel Leblévesque, professeur émérite à l'université Paul Valéry, et Pierre-Joanne Bernard des archives municipales de Montpellier, un ouvrage qui est paru récemment aux éditions du CERF, Présence juive en Bas-Languedoc médiéval, où l'on va effectivement revenir sur ces judaïcités régionales, en élargissant bien évidemment, puisqu'il ne s'agit pas Languedoc médiéval, on va sortir de l'Hérault et on va effectivement plonger dans plusieurs siècles d'histoire. Et voilà. Bonne conférence. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Et on peut aussi remercier M. Olivier Biscay qui a été très professionnel.